Macron, c'est moi en mieux. Ou encore, ce type est incroyable. Il fait un sans faute et s'il ne commet pas les erreurs que j'ai commises, il va aller loin, très loin, personne ne pourra l'arrêter. Ça, c'est ce que Sarkozy disait à Emmanuel Macron en 2017. Et ce rapprochement entre les deux hommes politiques, il est évident quand on y pense. Parce que ce qui a marqué le quinquennat de Sarkozy, c'est avant tout son impopularité. Des séries de grèves, de manifestations, de blocages dans les dépôts de carburant. Une impopularité tellement élevée pour Sarko qu'elle a profité à François Hollande. Un peu comme l'impopularité de Macron qui profite aujourd'hui à Le Pen. Oui, peut-être. Mais comment ça se fait? Est-ce que Sarkozy serait une sorte de proto-Macron? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce dernier épisode de notre série sur Sarkozy. Évidemment, on se souvient des petites phrases d'Emmanuel Macron, le bien nommé méprisant de la République. Et c'est loin d'être le premier à avoir joué là-dedans. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà, c'est de travailler. Mais vous travaillez, là, monsieur, là, enculé! C'est toi qui as dit ça? Bah, descends un peu le dire. Descends un peu. Si tu crois que c'est en insultant que tu vas régler le problème des pêcheurs. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Ah non, casse-toi alors. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Cette posture méprisante, suffisante et anti-pauvre, ici on l'appelle la culture boubourg. Ça veut dire bourgeois bourrin. Ouais, ça c'est pour le côté bourrin. Pour le côté bourgeois, il y a qu'à regarder la vaisselle de l'Élysée pour s'en convaincre. Ou alors Nicolas Sarkozy qui a troqué il y a quelques mois seulement sa Rolex pour un petit bracelet électronique. Mais niveau médiatique, ce genre de petite sortie de petites phrases, c'est une aubaine. Il passe d'une séquence à une autre en permanence, ça excède, ça critique, ça ulcère, bref, c'est du pain béni pour l'audience. Et surtout, ça fait du contenu facile. Et ça passe d'autant plus facilement d'un sujet à un autre que nos deux protagonistes, Sarko et Sarkozy, ont en commun aussi d'être très proches de milliardaires patrons de presse. Sarko a un énorme lien avec Francis Bouygues, le patron du groupe Bouygues et donc du groupe TF1, qui a été son témoin de mariage. Et c'est aussi le parrain de son fils, Louis Sarkozy, qu'on voit partout depuis à la télévision. Mais il était en fait proche de tous les grands patrons des médias comme Macron l'était en 2017. Tous deux ont réussi à se faire un long carnet d'adresses avant de faire de la politique. Le premier, c'était dans son cabinet d'affaires et le second, dans les banques et la finance. Et leur entourage, en vrai, c'est le même. Prenons Mimi Marchand, par exemple. C'est celle qui a orchestré la mise en avant du couple Emmanuel Macron dans la presse. Elle aidera Sarkozy en 2020, cette fois pour manipuler BFM et casser les procédures sur l'affaire libyenne. Bref, la boucle est bouclée. Et aujourd'hui, Sarkozy profite du soutien des milliardaires pour contester la justice et faire pression. Et de la même façon, dans 10 ans, quand ce sera les affaires de Macron qui seront devant le tribunal, il pourra profiter aussi de ses amis milliardaires. Parce que ouais, Macron, il y a quand même des chances qu'il aille au tribunal. Pour l'affaire Benalla, pour l'affaire Uber Files, pour la gestion du Covid, pour le recours systématique et coûteux à McKinsey, pour le fait d'avoir couvert le conflit d'intérêts de son secrétaire général Alexis Kohler, etc., etc. Comme Sarkozy, Emmanuel Macron est avant tout un président des affaires. Et comme lui, et comme tous les politiques, dès qu'ils sont face à des juges et à la justice, ils passent en mode complotiste. La justice se monte la tête, l'affaire est mineure, il n'y a rien dans le dossier, la justice est politique, etc., etc. Tous deux critiquent la justice, mais en même temps, ils en profitent bien, ils mettent bien ça en avant aussi lorsqu'il s'agit d'attaquer sur le côté sécuritaire. Ces gars-là vont toujours plus loin pour assurer la sécurité qui, en fait, donne de plus en plus de marge de manœuvre à une police et une justice expéditive. Ça donne des jeunes tués chaque année dans des quartiers avec pour seul commentaire du pouvoir le basique, ce sont des délinquants. Un environnement violent, donc plus de violence, donc plus de lois répressives, donc un environnement
environnement qui devient plus violent, etc., etc. C'est la boucle qui reboucle en permanence. Lois qui vont servir à réprimer les manifs qui ont déjà été violemment réprimées sous Sarkozy, on s'en souvient. Et encore plus avec Macron, avec l'exemple des Gilets jaunes. Et ça accompagné de lois toujours vendues comme étant anti-terroristes pour chaque quinquennat. Macron et Sarkozy, c'est une fermeté qui ne bronche pas pour les autres et un laxisme pour eux et leurs amis. La France est en train de changer. Elle change beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément qu'on ne le croit. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Les deux sont très proches et d'ailleurs, Sarkozy ne s'y trompe pas en saluant très tôt le programme d'Emmanuel Macron. Ça peut pas marcher, mais si ça marche, c'est un génie, il faudra s'incliner. Pourquoi est-ce que ça marcherait pas pour Sarkozy? À cause de la résistance de la population. Sauf que Macron, il était en mode bulldozer à répéter qu'il ne céderait devant rien. Macron, c'est le président qui a dit ceci. C'est le monde qui va trop vite et notre pays qui, depuis trop longtemps, n'avait pas fait ce qui devait être fait. Je veux changer beaucoup de choses et pour moi, il n'y a pas de répit. Et Sarko, lui, il a dit ceci. À ceux qui pensent que le changement a été trop rapide, je rappelle qu'il ne faut pas perdre de vue que notre pays a trop attendu et que le temps presse si nous voulons rester maîtres de notre destin. Ah oui, c'est à peu près les mêmes phrases, hein. Il y a 2-3 mots qui changent, mais c'est la même idée. Ils vont dans le même sens puisque tous les deux vont repousser de 2 ans l'âge de départ à la retraite. Tous les deux vont taper sur l'assurance maladie, sur le chômage, sur les droits des travailleurs, les services publics, notamment les cheminots et les hôpitaux, et tout ça à vitesse grand V. Dans les deux cas, c'est la même rhétorique bourgeois, bourrin, qui s'applique au même programme économique bourgeois et bourrin. Macron pressurise le peuple pour financer les industriels et Sarkozy fera exactement la même chose, mais pour les banques. Ce qui est tout à fait logique, hein, parce que les deux se retrouvent présidents dans une période de crise du capitalisme qui ne s'est jamais atténuée depuis 2008. Tout ça doublé aux grandes mobilisations sur les retraites, les violences policières, ou bien les conditions de vie insupportables en Guadeloupe, à Mayotte, en Kanaki ou en Martinique. Et dans ce cadre-là, ils sont tous les deux les représentants d'une bourgeoisie qui cherche à s'enrichir et qui voit bien que si elle ne réforme pas l'État qui doit les défendre, hein, eh ben elle ne pourra pas continuer à empocher les profits face à leurs concurrents internationaux. Donc, dans une stratégie nationale, ils vont se dire qu'il faut aider les copains et c'est ce qu'ils vont faire. Prenons Spotify, l'application de distribution musicale, ou bien YouTube pour la vidéo. Eh bien, autour de 2008, ce sont pas encore des leaders incontestés dans leur marché sur Internet. On a des plateformes nombreuses qui s'affrontaient alors pour avoir le service qui ressemblerait le plus à ses clients. Et la stratégie de Sarkozy à ce moment-là, c'est de mettre en avant des entreprises françaises, que ce soit Deezer ou Dailymotion, avec des subventions ou des réglementations qui les arrangent. Avec à chaque fois une grosse mise en avant des investisseurs privés. Et Macron, lui, c'est la Startup Nation, tu vois, c'est le salon Choose France où il met en avant des initiatives d'entreprises privées françaises qui tiennent grâce à de l'argent public pour attirer des investisseurs privés. Ou alors les industries vertes avec du gaz, de l'hydrogène, des bagnoles électriques. Le projet, c'est avoir des licornes, c'est-à-dire des startups qui marchent assez pour être rachetées par une grande multinationale. On a certes 99% des projets qui se plantent, donc une déperdition énorme d'argent public dans la recherche et le développement, mais ça permet à des multinationales de s'enrichir à fond, tandis que les pertes sont pour l'État, ce qui est l'objectif de Macron. Some of you may die, but it's a sacrifice I am willing to make. Et c'est là encore la même logique, ils veulent susciter de l'investissement privé grâce à des investissements massifs publics sans condition. Sauf que l'échec est au bout. En 2012, la note de l'État français pour les investissements passe du AAA au AA, ce qui est une première pour le pays. Et Macron, avec ses aides publiques qui se comptent en milliards, avec le Covid, avec le CICE qui ne s'arrête jamais, eh ben, il se retrouve à donner des dizaines, voire des centaines de milliards par année aux grandes entreprises françaises. Et au final, c'est quoi? C'est la récession, c'est les licenciements et c'est un déficit record. Et avec des dizaines de milliers d'emplois supprimés, une croissance économique au bout du rouleau, alors que Sarkozy lui-même avait dit qu'il allait la chercher avec les dents, eh ben le pays se retrouve dans une fragilité inédite après leur action. Et plane au-dessus de nos têtes un scénario à la grecque. Sarkozy, sur un plan économique, il était assez lucide sur la situation et se rendait bien compte que l'Union européenne s'était trop fait balader et mener en bateau par l'impérialisme états-unien. Une situation qu'il partage d'ailleurs avec Emmanuel Macron. Donc pour défendre les intérêts des copains, ils vont devoir improviser une nouvelle forme de diplomatie
qui sera toujours bourgeois bourré. Les deux décident d'entrer dans un dialogue direct avec les chefs d'État, en mettant à mal les usages diplomatiques, histoire de couper l'herbe sous le pied à la bureaucratie. Quant à Sarkozy, il fait éruption dans la négociation de la Commission européenne et des présidences successives pour obtenir la libération des otages bulgares retenus sous une fausse accusation en Libye, et il l'obtient. Mais souvent, c'est compliqué, il n'y a qu'à voir avec Poutine, parce qu'il met Macron à l'autre bout d'une table immense, créant la moquerie dans le monde entier. C'est aussi ce qu'il fait avec Sarkozy. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard, qui est dû à la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine. Qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Allez-y. Oui, allez. Aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve avec Trump, par exemple, qui va encore plus loin en passant directement par les réseaux sociaux pour faire sa communication politique, pour jouer les rapports de force, là par exemple avec le Canada ou le Groenland. D'ailleurs, en parlant des États-Unis, en 2010, Wikileaks commence à faire fuiter des documents du département d'État états-unien. C'est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères là-bas. Et on y apprend que la diplomatie états-unienne considère Sarko comme le plus pro-américain des présidents français depuis la Seconde Guerre mondiale. Et il y a de quoi, parce que dès le début de son mandat, il fait réintégrer l'État français dans le commandement intégré de l'OTAN, liant l'armée française à celle états-unienne. Et Macron, lui, il est dans cette continuité avec ses célèbres ventes d'entreprises françaises à des mastodontes états-uniens. Que ce soit dans le nucléaire, dans l'énergie, dans l'armement. L'idée, c'est de lier l'économie française et états-unienne, pendant qu'à côté, il essaye de se développer en Afrique et en Asie. D'ailleurs, quand tu écoutes Sarko parler de l'Europe, c'est un petit Roland de macronisme. Ce soir, la France est de retour en Europe. Bref, Macron et Sarkozy considèrent l'Union européenne comme un moyen de mettre en avant les grandes entreprises françaises, notamment face à leurs concurrents allemands qui se sont cassés les dents avec les sanctions russes. Et pour les pays africains, les deux les considèrent comme une opportunité. Sarko et Macron ont une approche similaire. Ils se présentent d'abord contre la France-Afrique, puis ils vont soutenir les régimes qui leur sont favorables pour assurer l'approvisionnement, notamment en matières premières d'Afrique. Tu as Sarkozy qui est intervenu par exemple directement en Côte d'Ivoire pour maintenir un régime pro-français, puis en Libye évidemment. Ils font perdurer la mainmise de l'État français en Afrique tout en disant qu'ils la combattent. La grande différence entre Macron et Sarkozy, ça va être là encore le contexte. En face de Macron, il y a la montée des impérialismes russes et chinois qui échangent des biens, des usines, des céréales et des troupes militaires en Afrique. Ce qui a permis à des régimes comme au Mali, au Niger et au Burkina Faso de se détacher de l'État français. Et là encore, pour Sarko et Macron, pour leur logique commune de remettre l'État français au centre du jeu, c'est un échec. Avec tout ça, on voulait surtout vous montrer que Sarkozy et Macron ne sont pas parfaitement identiques, mais qu'on voit bien qu'ils sont sortis du même moule, la même idéologie pour les mêmes intérêts bancaires et industriels. Et aujourd'hui, ceux qui s'apprêtent à servir au mieux ces mêmes intérêts, cette même idéologie, c'est le Rassemblement national. Dans nos précédentes vidéos, on a montré comment Marine Le Pen va à des rassemblements avec les grands patrons pour se vendre à eux avant de continuer à vendre le pays et comment Jordan Bardella défend déjà très bien et sérieusement son amour pour les entreprises et la retraite à 66 ans. Bref, c'est toujours important d'avoir un petit peu de recul sur l'histoire, de voir la succession des événements qui nous ont menés à cette situation. Et on espère avoir bien retracé cette histoire aujourd'hui et avec cette série sur Sarkozy. Mais évidemment, face à ce rouleau compresseur que rien ne semble arrêter, il ne faut pas s'arrêter au simple constat. C'est pour ça qu'ici, on essaie de créer notre réseau pour faire vivre une partie de cette résistance à ce système avec nos projets. Par exemple, la fédération médiatique qui pourrait vraiment faire vivre une information indépendante et à terme faire un contre-pied à la propagande des bourges qui veulent nous vendre encore une fois leur camelote présidentielle parce qu'ils l'ont déjà fait trop de fois. Et pour tout ça, vous pouvez nous soutenir avec le Tipeee que vous trouverez en description ou en partageant nos vidéos. C'était Deb à la recherche, Emric à l'écriture, moi-même à la présentation et Pixel au montage. Sur ce, des bisous. Quack.